Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Cela fait maintenant près de 100 heures après le glissement de terrain qui a enseveli ou sérieusement endommagé près de 30 édifices à l'intérieur d'un parc industriel de Shenzhen dans le sud de la Chine. Les autorités municipales de la ville ont déclaré qu'en plus des opérations de secours, les opérations de suivi et notamment l'assistance apportée aux familles des victimes et aux entreprises affectées se poursuivent. Les autorités municipales ont déclaré avoir apporté leur assistance complète aux membres des familles des victimes. Selon les autorités de la ville, ce sont près de 4600 personnes qui ont été affectées par le désastre. Pour le moment, 2 personnes sur les 17 qui avaient reçu des soins après l'important glissement de terrain, survenu dimanche soir dernier, ont pu quitter l'hôpital. Un survivant a été retrouvé sain et sauf et 4 corps ont été sortis des décombres, alors que des dizaines de personnes restent portées disparues. Les engins d'excavation continuent sans relâche leurs opérations de déblaiement de plusieurs milliers de tonnes de monticules de terre, encore amoncelées sur les lieux de la catastrophe. Les équipes médicales comprenant des docteurs, des infirmières et des psychologistes ont été envoyées dans les 9 centres de secours temporaires situés à proximité du site du désastre. Parmi les 75 victimes, y compris les personnes portées disparues, nous avons déjà pu contacter les membres des familles de 59 victimes. Jusqu'à présent, nous avons reçu près de 270 membres des familles des victimes. Un service personnalisé a été mis sur pied, comprenant une cellule psychologique, une assistance juridique ainsi que d'autres services. Restons au même chapitre, un jeune homme a été secouru après être resté sous terre plus d'une 60 heures suite au glissement de terrain qui a eu lieu dimanche dernier dans la matinée. Le jeune homme se trouve actuellement dans un état stable. Un policier a raconté que les secouristes avaient réussi à s'introduire dans l'espace où le jeune homme se trouvait coincé et ont dû enlever la plupart des débris à la main. Les secouristes lui ont placé un masque à oxygène et une injection en intraveineuse alors qu'il se trouvait toujours coincé par les débris. Le glissement de terrain qui a eu lieu à Shenzhen a recouvert une superficie de 380 000 m² avec un dépôt d'une hauteur de 10 mètres. Une section de gazoduc se trouvant à proximité a éclaté, coupant le ravitaillement en gaz dans la ville voisine de Hong Kong. Toutes les salles sont soutenues par des poutres, donc ces espaces étroits et indépendants rendent nos recherches très difficiles. Nous devons percer un trou à travers pour trouver cette salle et se rendre compte de la situation, avant de chercher une autre salle et une autre entrée que l'on pourrait forcer. Une partie du budget japonais de la défense pour l'année fiscale de 2016 sera allouée à la surveillance des îles Diaoyu qui font partie du territoire chinois. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a commenté lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi qu'il espérait que le Japon avait tiré les leçons de l'histoire et qu'il continuerait de se développer de manière pacifique. Nous l'écoutons. L'histoire est telle que les manœuvres du Japon dans les secteurs militaires et de la sécurité sont surveillées par les pays voisins en Asie et par la communauté internationale. Nous espérons que le Japon se souviendra de ses erreurs passées, continuera à se développer de manière pacifique et de jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité internationale. Le Premier ministre indien Narendra Modi a bouclé le deuxième jour de sa visite de 2 jours en Russie. Il espère renforcer les relations économiques et stratégiques avec Moscou. Il s'est entretenu de manière officielle avec le président russe Vladimir Poutine lors du 16e sommet de discussion russo-indien. Il a salué la Russie comme étant un ami fiable lors du début des discussions au Kremlin. L'Inde et la Russie entretiennent des relations culturelles. Au niveau politique, sur la scène des relations internationales, nous avons un puissant et fiable ami, la Russie. La Russie s'est toujours tenue à nos côtés dans les moments durs. Nous avons noué depuis longtemps un partenariat stratégique avec la Russie. Et ce partenariat stratégique est un véritable partenariat stratégique, en effet. Votre visite tombe à point. Bien que tout était prévu et planifié, elle tombe vraiment bien, car nous devons comparer nos notes et informations en rapport avec la direction de notre coopération. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie et l'Inde entretenaient à un rythme régulier leur partenariat stratégique privilégié et que leurs relations bilatérales se développaient dans toutes les dimensions.
Poutine a précisé que ce développement incluait les champs de la politique, de l'économie et de la coordination au niveau international. Cette rencontre est la seconde entre Modi et Poutine depuis l'arrivée du Premier ministre indien à Moscou. Les deux dirigeants ont participé mercredi à un dîner informel et tenu des discussions privées au Kremlin. Le Kremlin a décrit ces discussions informelles comme très constructives et chaleureuses, tandis que Modi les a décrites comme fructueuses sur son compte Twitter. Narendra Modi s'est également rendu au Centre national russe de gestion des crises et a participé à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à Moscou, avant les discussions officielles de jeudi. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. La conférence centrale du travail rural a débuté ce jeudi. Les décideurs chinois sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre l'an prochain afin de stimuler le développement de vastes zones rurales du pays. Les politiques dont ils vont décider seront incluses dans le document annuel numéro 1 du gouvernement central. Les responsables chinois indiquent que pour l'année 2016, le document portera principalement sur l'intégration des secteurs primaires, secondaires et tertiaires dans les zones rurales, ainsi que sur l'agriculture moderne et le développement du commerce en ligne. Les réformes structurelles sont un élément clé de la conférence centrale de travail économique qui vient de se terminer, et cela inclut les politiques public de développement du secteur agroalimentaire. Partons dans l'est de la Chine pour tenter de comprendre ce qui a changé dans ce secteur en 2015. C'est bientôt la fin de l'année. Les machines de cette usine de transformation agricole de la ville de Yancheng tournent à plein régime. Le riz produit ici est quasiment 50% plus cher que le riz de base. Mais les commandes ne cessent d'affluer. Pourquoi est-il si cher? Car il est produit dans de grandes fermes. C'est de la production de très haute qualité. Cette grande ferme est un modèle expérimental de culture agricole. Les propriétaires des parcelles sont autorisés à transférer librement leurs terres, ce qui a donné naissance à une exploitation de grande taille. Cela a éliminé les barrières entre les champs et permis de gagner 5% de surface en plus. Et dans le même temps, les champs sont assez gros pour pouvoir utiliser de grandes machines agricoles afin d'accroître la productivité totale. Ce n'est pas de cette manière que les paysans travaillaient par le passé. Auparavant, chaque personne cultivait uniquement ses propres parcelles, ce qui était inefficace. Les choses doivent être améliorées. Par exemple, l'excès d'engrais. Nous sommes 1,9 fois au-dessus des limites internationales, mais notre productivité est de 47% inférieure aux niveaux internationaux. Les experts estiment que pour rendre l'agriculture plus sûre, plus verte et plus efficace, il faut optimiser l'organisation des exploitations agricoles, ainsi que les méthodes de transformation et de transport. Nous devons nous concentrer sur l'ajout de nouveaux facteurs de production dans le secteur agricole. Mais maintenant, nous devons explorer les moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus efficace. Par exemple, en augmentant la taille des exploitations et en améliorant la logistique. La production agricole a cette année battu un nouveau record. Elle a en effet atteint les 615 millions de tonnes, soit 7,5 millions de tonnes de plus que l'an dernier. Les douanes chinoises vont devoir accélérer leurs réformes afin de stimuler le commerce du pays. Les exportations et importations se sont en effet contractées en 2015 et l'année 2016 s'annonce du même acabit. Découvrons en images ce que prépare l'administration des douanes. La Chine subit des pressions commerciales baissières qui devraient s'accentuer en 2016 selon les douanes. Le volume commercial de la Chine au cours des 10 premiers mois de l'année a connu un recul par rapport à l'année précédente. L'objectif de croissance du commerce, qui est de 6% sur 2015, pourrait ne pas être tenu. Le porte-parole des douanes se montre prudent sur la question, tout en défendant la situation de son pays. Nous sommes le premier pays en termes de commerce et nous sommes toujours compétitifs au niveau des exportations. Notre part de marché augmente à l'échelle mondiale. De nouveaux secteurs industriels explosent en Chine, tels que le commerce en ligne, le tourisme et les acquisitions. C'est pourquoi nous avons constaté des gains avérés au niveau des colis et voyageurs transfrontaliers. Il existe des améliorations sous-jacentes, les entreprises privées ayant une part du commerce plus importante. Nous avons enregistré une croissance à 2 chiffres des exportations dans la téléphonie mobile et les équipements médicaux.
et une hausse des exportations des produits des secteurs de l'électronique, des télécommunications, de l'aviation et de l'espace. Nous annoncerons les résultats annuels du commerce début 2016. Des réformes urgentes sont indispensables pour soutenir l'activité commerciale, car la demande internationale reste faible. Pour 2016, nous allons rationaliser les procédures de dédouanement, créer via Internet une procédure unifiée pour le dédouanement et les règlements commerciaux dans tout le pays. Cela va réduire les coûts des entreprises. Nous allons également adopter une réforme de l'offre, soutenir les entreprises ayant une forte activité à l'étranger et des commandes d'un montant élevé. Cette semaine, la Chine a officiellement conclu 2 accords de libre-échange avec la République de Corée et l'Australie, juste à temps pour la période de Noël et le pic commercial du Nouvel An. Sur le long terme, la Chine mise sur de nouvelles initiatives, telles que le plan « Une ceinture, une route » pour accélérer le déstockage de ses capacités excédentaires. D'un autre côté, un commerce plus libre avec ses partenaires du monde entier conduira les sociétés chinoises à affronter une concurrence plus acharnée, ce qui devrait renforcer l'engagement du gouvernement à réformer son secteur privé et créer plus d'emplois tout en éliminant ses entreprises les plus fragiles. La conférence centrale sur le développement urbain vient tout juste de s'achever à Beijing sur un grand nombre de propositions. Comment résoudre le problème du surdéveloppement à travers une planification urbaine plus efficace et l'intégration des travailleurs migrants dans le système des services urbains sont les questions les plus urgentes à traiter. Les gouvernements locaux ont soutenu avec enthousiasme l'extension des zones urbaines, mais elle s'avère souvent non nécessaire et résulte en un grand gaspillage des ressources publiques. La conférence centrale sur le développement urbain a souligné cette situation et a appelé une planification plus réaliste. Étant donné que nous avons une grande population et moins de terres arables, lorsque nous planifions des zones urbaines, nous devrions trouver un équilibre entre l'habitabilité et l'utilisation des terres. Nous devrions construire des villes compactes qui soient respectueuses du développement durable. De 2000 à 2014, la population urbaine en Chine a augmenté au rythme de 21 millions d'habitants par an. Maintenant que davantage de Chinois vivent en zone urbaine, la gestion et les services doivent être ajustés en conséquence. La conférence centrale sur le développement urbain soutient ainsi un modèle davantage centré sur les habitants. La construction et la gestion des zones urbaines devraient être orientées vers les gens. Je pense que le rôle et la contribution des habitants envers les villes devraient être renforcés. La construction et la gestion urbaine devraient être basées sur cela. C'est également cohérent avec le développement orienté vers les gens. L'une des questions urgentes posées par le développement urbain concerne les droits des travailleurs migrants. Ils ne sont en effet pas considérés comme des habitants urbains et ne disposent donc pas des mêmes privilèges. Au niveau des politiques, nous devrions abaisser les standards d'admission pour inclure le plus de gens possible dans les services. Au niveau de la mise en place, nous devrions faire davantage fournir autant de services que possible aux travailleurs migrants. Les gouvernements locaux dans des villes telles que Tianjin et Shenzhen rassemblent des données concernant les travailleurs migrants urbains et espèrent qu'elles se traduiront à l'avenir par des mesures orientées vers les personnes. En Chine, le Conseil des affaires d'État a décidé mercredi de diminuer ses tarifs de gros de l'électricité issue des énergies thermiques à compter du 1er janvier. Cette réduction sera de 3 centièmes de yuan par kilowattheure. Les responsables indiquent que cela permettra aux entreprises et en particulier aux PME d'économiser 20 milliards de yuan. Cette baisse a été rendue possible par la chute continue des cours du charbon provoquée par une offre très excédentaire d'énergie thermique. La Chine a entamé la deuxième étape de la construction de sa troisième centrale nucléaire Hualong 1. Le projet a été lancé jeudi à Fangangcheng dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Le réacteur Hualong 1 est un réacteur de troisième génération conçu par la Chine. 2 réacteurs d'une capacité de 1,2 million de kilowatts chacun seront construits d'ici 2020. La centrale du Guangxi est un projet de démonstration pour la centrale qui sera développée à Bradwell, au Royaume-Uni. Le projet Bradwell est un projet majeur pour la Chine qui souhaite exporter sa technologie nucléaire à l'étranger. Le projet Hualong 1 fait de la Chine le 4e pays, après les États-Unis, la France et la Russie, à avoir développé un réacteur nucléaire de 3e génération.
Après la construction des unités 3 et 4 de Roilong 1, la consommation de charbon va diminuer de 5 millions de tonnes pour la même quantité d'électricité. Cela équivaut à la réduction d'émissions de dioxyde de charbon d'environ 13 millions de tonnes. L'effet sur la protection environnementale correspond à une hausse de la surface forestière de 37 000 hectares. Le premier engin explorateur chinois à la recherche de particules de matière noire vient tout juste de ramener sur Terre les premières données récoltées en orbite. L'engin explorateur Wukong a été lancé une semaine auparavant dans le centre de lancement de satellites Jiuquan situé dans le nord-ouest de la Chine. L'engin explorateur est en réalité un télescope spatial particulièrement utilisé pour détecter les rayons gamma à forte énergie, les électrons ainsi que les rayons cosmiques. Son principal objectif reste de rechercher de la matière noire. Le projet est le fruit de la collaboration entre des universités italiennes, suisses et l'Académie des sciences de Chine. L'engin explorateur Wukong tient son nom du roi singe, célèbre héros des contes classiques chinois, le pèlerinage vers l'ouest. Le nom signifie littéralement « qui comprend le vide ». Nous prévoyons de passer les 2 prochaines années à surveiller l'espace et une année supplémentaire consacrée à certaines recherches spécifiques à la matière noire. Le calendrier peut évidemment subir quelques modifications, mais nous sommes confiants sur le fait de pouvoir trouver des signes de matière noire dans moins de 2 ans. Et nos recherches se concentreront alors dans quelques directions précises. Wang Yao, linguiste et chercheur chinois qui a joué un rôle central dans le partage de la langue et de la culture tibétaine avec le reste du monde, est décédé à Beijing à l'âge de 87 ans. Ce fut l'un des 12 premiers pionniers de la tibétologie, un modèle et une source d'inspiration pour les générations futures. Voici un bref portrait de sa longue et riche existence. Né dans le comté de Lianshui dans la province du Jiangsu, Wang Yao est l'un des premiers Chinois à s'être engagé dans l'étude de la langue tibétaine après la fondation de la République populaire de Chine. Au cours de ses 60 ans de carrière, il effectua une dizaine de voyages au Tibet dans le but de recueillir une série de documents d'exception nécessaires à ses recherches. Son domaine d'expertise englobe la langue et les dialectes tibétains, l'opéra et les légendes populaires tibétaines, ainsi que l'étude du bouddhisme. Ces précieuses recherches ont largement ouvert la voie aux futures générations. L'étude de la langue tibétaine ancienne n'a débuté qu'au cours des années 70. Et cela est évidemment dû aux travaux du professeur Wang. Il a commencé ses travaux de zéro et ses recherches s'appuyant sur les archives de Dunhuang représentent aujourd'hui les fondements des études actuelles sur le Tibet. Wang Yao était également actif dans le partage de la tibétologie moderne avec le reste de la communauté internationale. Nombre de ses études ont déjà été publiées en anglais. Il a réalisé des recherches très poussées sur l'opéra tibétain et a traduit la plupart des compositions en chinois moderne. L'excellente qualité des versions anglaises traduites à partir du chinois est largement reconnue par les tibétologistes occidentaux. En plus de ses innombrables travaux académiques, le professeur Wang était également connu pour avoir formé la nouvelle génération de tibétologistes chinois. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV français.